Bonjour à tous et bienvenue dans le Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui on en est à l'épisode numéro 15, donc j'ai plus assez de doigts si on va faire comme ça. Épisode 15 de Passons à table avec une pointure, j'ai envie de dire, de la communauté WordPress, Daniel Roch, mieux connu sous le nom de SEO Mix, et non SEO Mix, attention, faut pas dire n'importe quoi. Donc salut Daniel. Salut à tous. Donc, déjà, bienvenue sur Passons à table. Et alors, du coup, je pense qu'on va enchaîner tout de suite en parlant un petit peu de ton blog. Mais alors, voilà, beaucoup de monde connaît ton blog, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu es venu au SEO et à WordPress? Est-ce que c'est WordPress qui est venu avant? C'est l'œuf ou la poule? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, le référencement est venu avant. Pour la petite histoire, en fait, quand je suis sorti d'école de commerce en 2008, j'ai été embauché par une agence immobilière. Et ils avaient besoin en fait de quelqu'un pour les aider en fait pour tout ce qui était la gestion de leur site. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à attaquer la partie référencement. Et quelques mois après, j'ai été embauché par une agence de référencement. Donc à l'époque, je n'avais jamais touché un WordPress, je n'avais jamais touché à du code PHP, ni HTML, ni CSS. Enfin bref, j'étais vraiment un débutant. Et en fait, à l'époque, justement, pour un de nos clients qui commençait avec WordPress, on avait pas mal de problématiques techniques et on s'est dit tout simplement on va faire des tests. Et donc moi j'ai lancé de mon côté un petit blog WordPress SOMix, voilà, pour faire des tests, voir un peu ce que ça donne. Et il s'est avéré en fait que j'ai bien aimé parce que j'ai testé, j'ai cassé pas mal de sites, j'ai fait des erreurs et puis en testant on voit après ce qu'on peut améliorer ou pas sur la bête. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans WordPress. Mais j'étais avant tout un référenceur. D'accord. Et donc, tu disais que tu as fait une école de commerce, donc tu avais plus une formation, on va dire, commerciale, quoi. Tu n'avais Ouais, pas de tout à background fait. technique à la base, c'est ça? Alors, aucun bagage technique. C'était vraiment une école de commerce, donc marketing, communication, management. Même rien à voir, on n'avait pas à l'époque encore de cours sur le web marketing, sur le web en général. Donc vraiment aucun bagage par rapport au métier que je fais actuellement. C'est vraiment plus par opportunité et par expérience et par contact que je suis tombé dans le référencement, puis après dans WordPress. Ouais, ouais, donc ça devait être de longues heures d'apprentissage sur Et Google, d'erreurs. etc. Ok, ok. Donc voilà, c'est le référencement qui est venu avant. Alors du coup, alors maintenant, tu as une agence, c'est ça? Tu t'es mis Oui. à ton compte et vous êtes plusieurs, j'ai cru. Alors, en fait, j'étais donc avant SEMix, c'était vraiment juste un blog personnel. À l'époque, j'avais créé rapidement un statut auto-entrepreneur, voilà, pour développer quelques activités avec quelques clients de temps à autre. Et en fait, ça a tellement bien marché que j'ai changé de statut, je me suis mis vraiment à mon compte à plein temps. Et là, maintenant, j'ai tellement de travail, hein, donc tant mieux à la rigueur, mais que voilà, je commence à embaucher. Et l'idée, c'est de faire croître l'agence après à terme, en ayant vraiment des spécialistes dans chacun des domaines en fait qu'on m'a proposé. Ouais, ouais, du coup, ton plan avec, c'est vraiment de faire une grosse agence de référencement sur Nantes, donc parce que tu es de Nantes. Alors, oui, oui, je suis de Nantes. Alors, c'est pas forcément une grosse agence de référencement. Ouais. Il y en a plein de grosses agences comme ça qu'on retrouve un peu partout dans toutes les villes de France, des grosses agences. Et l'idée, c'est plutôt d'être des spécialistes. C'est-à-dire, pas forcément avoir des centaines de clients au niveau des SOMix, mais plutôt de faire vraiment bien le travail, être vraiment des spécialistes du référencement de WordPress, de comment on le gère de A à Z pour avoir de bons résultats, avoir des internautes qui soient ravis, etc., etc. D'accord, ok. Alors du coup, on va parler de référencement et de WordPress. Alors pour les gens qui suivent la marmite, je suis sûr, on est tous concernés en fait par ces problèmes ces problématiques de référencement. Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour vraiment débuter le référencement sans forcément aller trifouiller son thème dans un premier temps, mais dans un second temps, Alors, mais dans un premier temps, qu'est-ce que tu pourrais dire de faire de... la première étape, c'est de ne pas vous occuper de WordPress ni de votre site actuel. Ça peut paraître bête. WordPress, c'est qu'un outil, enfin, c'est un outil que j'adore. Si on me demande là aujourd'hui, il faut faire un site, je dirais forcément WordPress, je vais pas dire Joomla ou Drupal, puisque c'est vraiment l'outil que je maîtrise le mieux. Mais en fait, à la rigueur, on s'en fiche. WordPress va être qu'un outil pour développer notre activité, pour développer notre contenu, nos fonctionnalités, etc., etc. Les meilleures stratégies de référencement, c'est on prend une feuille de papier et on note exactement, voilà, quels sont mes produits, quels sont mes services, mes points forts, mes points faibles, quels sont tous les contenus dont je vais avoir besoin pour vraiment traiter tout mon produit de A à Z et tout mon service de A à Z, comment je vais structurer ces contenus dans mon site, et seulement après on va commencer à attaquer WordPress. Là, on va commencer à se dire, voilà, si j'ai besoin de cette structure, il va falloir que je crée telle ou telle catégorie et telle sous-catégorie, il va falloir que je rédige tel ou tel article, il va falloir que je mette en avant telle ou telle partie de mon produit ou de mon service, et ainsi de suite.
Donc, en fait, au début, on commence pas par WordPress, et après seulement, on va devoir attaquer la partie technique. Et là, forcément, on va devoir installer et paramétrer correctement des plugins, on va devoir optimiser son contenu actuel, on va devoir forcément modifier son thème, puisqu'il n'existe aucun thème parfaitement optimisé pour le référencement. On est Alors, tout un d'accord. tas de choses comme ça qu'on va devoir faire en termes de référencement naturel. Donc D'accord. voilà, en tout cas, pour la base, déjà, c'est le premier conseil, c'est déjà commencer à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on fait comme contenu, qu'est-ce qu'on fait comme produit, qu'est-ce qu'on fait comme service. D'accord. Donc, ouais, bien structurer son site, pas Oui, avoir des catégories qui listent 50 fois les mêmes articles, tout à des fait. catégories doublons, parce qu'après, voilà, on a des problèmes de duplication de contenu, j'imagine. Il y a ces problématiques-là, ou même de pertinence. L'exemple typique, c'est la catégorie actualité, qui, sur la plupart des sites, ne sert à rien en fait. Elle ne veut rien dire, elle n'est pas cohérente en termes de contenu, et souvent, elle n'intéresse pas l'internaute. L'internaute, il cherche une réponse à un besoin, il cherche pas à voir l'actualité de l'entreprise. Donc Mhm. voilà, ou un autre exemple aussi typique, c'est la catégorie non classée, qui est créée par défaut par WordPress lors de l'installation et que je retrouve sur un site sur trois chez mes clients. Donc c'est des Ouais, c'est petites clair. choses comme ça, voilà, c'est la base en fait. C'est pour commencer au moins à avoir juste une structure de contenu qui soit claire sur son site. Mhm. C'est clair parce que enfin, cette fameuse catégorie, elle est super. Enfin, c'est pas super évident, on va dire, enfin, il faut redéfinir une nouvelle catégorie par défaut, et après, il faut supprimer l'ancienne. Enfin, quand on n'a jamais utilisé WordPress, ça passe forcément à la trappe, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais. Alors, du coup, ouais, quelques autres conseils pour ceux qui voudraient s'aventurer dans le code de leur thème. Alors, consultez, même s'il n'est pas forcément facile à lire, le codex de WordPress. Sur WordPress.org, vous avez des dizaines et des dizaines de pages qui traitent de la problématique des thèmes. Et en fait, les meilleurs thèmes, c'est ceux qui sont les plus simples. Ça va paraître un peu idiot, mais j'ai plein de clients qui me disent, voilà, j'ai acheté par exemple le thème, je sais pas moi, Avada sur ThemeForest, j'en suis très content, il est génial. Et moi, je leur dis, non, en fait, votre thème, il faudra le refaire à zéro, puisqu'en fait, l'idée, c'est de faire des thèmes très simples et surtout qui respectent les standards de WordPress. Il n'y a rien de pire que des thèmes ou des développeurs de thèmes qui vont créer leurs propres fonctions, qui vont pas respecter les standards, qui vont pas respecter par exemple aussi ce qu'on appelle le template hiérarchie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des fichiers dans son thème pour La qu'elle soit hiérarchie des correctement, templates. voilà. Donc plein de choses comme ça en fait. Donc dans son thème, il vaut mieux vraiment lire en détail. Il vaut mieux partir si un jour vous faites un site, c'est vraiment un conseil. Partez d'un template HTML que vous aimez bien, un design HTML simple, et vous demandez à un développeur WordPress, voilà, de faire une intégration propre. Et là, vous aurez souvent quelque chose de plus performant, de plus efficace, etc. Pour donner un ordre d'idée, sur tous les audits que je fais de mes clients, systématiquement, je dois corriger leur thème. Même si c'est un thème où il s'était marqué, c'est optimisé pour le référencement, ça veut rien dire. Souvent, il y a toujours du travail. Et voilà, il n'existe aucun thème parfait pour le référencement naturel. Et au contraire, vous avez plein de thèmes qui vont vous plomber pour avoir de bons résultats. C'est clair, c'est pas parce que c'est marqué dessus que c'est forcément le cas. Et après, c'est un peu comme les développeurs, quoi. Chacun a sa façon de programmer, donc chacun a sa façon de croire que son thème est optimisé pour le référencement. Mais après, voilà, je pense une chose aussi à vérifier, une chose importante, c'est quand même que les balises de titres soient bien structurées. Alors, il y a plein de choses à regarder. Les titres de niveau, effectivement, donc tout ce qui est balise H1, H2, H3, etc. Donc ça, c'est des choses à vérifier. D'ailleurs, qui sont même pas respectées par les thèmes standards de WordPress, 2013, 2012, Ah, il va pas etc. C'est des PDF. choses qui respectaient même pas eux. Puis après, des choses toutes bêtes. Il y a vraiment plein de problématiques où on va pas s'en rendre compte tout de suite, ou alors on va pas l'avoir dans tous les cas de figure. Je vais donner deux exemples. Premier exemple, c'est les flux RSS. Par défaut, ils sont activés partout. Vous avez un flux RSS principal, un flux RSS de commentaires, et après vous avez un flux RSS de commentaires et principal par catégorie que vous créez. Sauf qu'en fait, par défaut, lorsque vous les créez, ça génère uniquement des erreurs 404 ces pages-là, puisqu'elles sont vides de contenu et vont provoquer des erreurs. Ce que va voir Google et ce que va suivre Google. Autre exemple typique, si un jour vous avez l'erreur d'activer ce qu'on appelle les sous-pages de commentaires, quand par exemple vous avez 50 commentaires dans une page et vous dites qu'il y en a trop, je préfère les diviser en sous-pages, donc ça c'est un réglage de base de WordPress. Allez, 95% des thèmes ne le prévoient pas, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle sous-page de commentaires va apparaître, vous aurez une nouvelle page dupliquée de votre article. Vous retrouverez deux fois le même article. Si vous avez trois pages de sous-commentaires, vous aurez trois fois votre article sur votre site sur trois URL différentes, etc., etc. Et là, Et ça ça, peut c'est faire que mal. deux exemples. S'il y en a plein comme ça. Mhm.
Ok. Donc, bah, de toute façon, je ferai un petit résumé. Je crois même que je ferai une petite fiche et je la mettrai en téléchargement en dessous de la vidéo pour une mini checklist de base. Ça pourrait être utile Oui, à ceux qui nous écoutent. tout à fait. Ok, super. Alors, on va enchaîner sur quoi on va enchaîner? On enchaîne sur ton livre. Ah bah avec plaisir. Alors, parce que oui, il faut savoir que Daniel a écrit un livre sur le référencement qui s'appelle Référencement WordPress, je crois, c'est ça? Alors, optimiser son référencement WordPress. Ouais, faut être Pour être précis. exact. Optimiser son référencement WordPress. Donc, ouais, vous tapez ça sur Amazon, vous allez le trouver. Grosso modo, donc là, c'était une première version qui est sortie en octobre 2012, si je dis pas de bêtises. Il y a plusieurs problématiques, c'est qu'il y a des chapitres qui sont pas assez étoffés. Dans ce livre que je peux vraiment améliorer, je vais donner l'exemple sur l'Ajax et WordPress, sur les custom post types, sur l'audit de site, des choses comme ça. Et bien entendu, il y a des chapitres qui sont plus du tout à jour, puisqu'il y a par exemple toute une section dédiée aux plugins de référencement, sauf que les plugins évoluent. Donc entre ce qui est dans le livre, qui est toujours vrai, et les nouvelles options des plugins, bah, il y a toujours des manques, des lacunes. Donc là, voilà, il y a une nouvelle version en 2015 qui devrait voir le jour. Mais voilà, l'idée c'est de faire un livre encore plus complet pour que à la fois le débutant puisse s'y retrouver, mais qu'à la fois le développeur, le référenceur qui est expérimenté puisse vraiment avoir de bons conseils, de bonnes astuces un peu avancées pour le référencement de WordPress. Alors, du coup, tiens, tu as parlé de plugin. Quel plugin tu recommandes? WordPress SEO ou quelque chose de différent? Alors, WordPress SEO, c'est un indispensable, dans le Ouais. sens où c'est le plugin le plus complet. Mais alors, il y a une erreur à éviter, mais alors à tout prix, c'est pas parce que vous l'avez installé et activé que c'est qu'il fonctionne. En fait, c'est juste une boîte à outils. C'est pas parce qu'un site a WordPress SEO que le site est bien référencé. Faut vraiment bien connaître le plugin pour bien le paramétrer. Il y a plein de menus, plein de petits détails à faire attention quand vous allez le paramétrer. Et en plus, l'autre problématique, c'est que vous avez aussi cette fonctionnalité de WordPress SEO qui induit en erreur tout le monde, cette petite pastille de couleur que vous avez dans vos articles, qui vous dit oui ou non si votre article est optimisé, alors qu'en fait, c'est juste le plugin WordPress SEO qui vous donne une petite astuce, enfin des idées, des analyses statistiques de votre contenu sur la présence ou non de votre mot-clé à certains endroits, etc. C'est juste une aide et en aucun cas vos articles sont bons s'ils ont une pastille verte, en aucun cas vos articles sont mauvais s'ils ont une pastille rouge, ça veut rien dire en fait. C'est juste une aide statistique et qui au contraire va souvent induire en erreur et va souvent pousser l'internaute ou le client à suroptimiser son contenu et donc à se voir disparaître des moteurs de recherche. Ouais, c'est clair parce qu'on peut voir, par exemple, ouais, ça met un petit feu vert enfin, on a le feu vert, enfin, la petite pastille générale, mais quand on descend dans la métabox en dessous de l'article, on a une petite pastille verte si on a mis son mot-clé, pour lequel on va optimiser l'article. Donc, dans le titre, dans l'URL, dans le contenu, dans la Mm. métadescription. Donc, c'est vrai, comme tu disais, si on veut mettre tous les feux au vert, enfin, ouais, Ouais, l'article c'est pas forcément voilà. C'est un très bon plugin, vraiment que j'installe sur tous mes clients, mais après voilà, faut savoir l'utiliser et savoir le paramétrer correctement. exactement, ouais. Et donc, ouais, alors, est-ce que ouais, donc tu disais pour tous tes clients, est-ce qu'il y a des cas où tu prends un autre plugin ou, Non. non? Alors ça c'est le principal. Après j'ai d'autres petits plugins que je viens rajouter que j'aime beaucoup. J'aime bien par exemple le plugin WP Sitemap Page de Tony Archambault, donc qui va permettre de générer une page plan du site. On est obligé si on veut faire un sitemap vidéo de rajouter des plugins spécifiques pour ça. J'aime beaucoup aussi par exemple le plugin redirection. Voilà. Comme son nom l'indique pour gérer des redirections. J'aime beaucoup aussi Broken Link Checker, très pratique pour analyser son site et changer des liens en masse dans ses contenus. Enfin voilà, il y a toute une série de comme ça de petits plugins qui sont assez pratiques pour la partie référencement naturel. Mhm. Et donc, pour la page plan de site, là, tu disais, tu penses que c'est vraiment obligatoire d'avoir ça. Donc là, si j'ai bien compris, c'est vraiment une page HTML C'est une page avec le plan de HTML, site. en fait, voilà, c'est normalement ça, vous mettez un lien vers cette page en bas de votre site. Et ensuite, dans la page point du site, ça va lister l'intégralité de vos pages, de vos articles, de vos catégories et de tout éventuel custom post type ou custom taxonomie que vous auriez mis en place. Et l'idée, en fait, c'est que Google, peu importe la page par laquelle il rentre sur votre site, en moins de 2 clics, il retrouve n'importe quel contenu. Ça n'améliore pas le référencement, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que vous passiez de la troisième à la première position. Par contre, ça améliore ce qu'on appelle l'indexation, c'est-à-dire la connaissance de Google de l'ensemble de vos contenus. Par exemple, si moi aujourd'hui je mets à jour un ancien article, cette page plan du site va accélérer le fait que Google retrouve ce contenu mis à jour, même si je l'ai publié il y a 2 ans et il y a 3 ans à la base. Donc c'est D'accord. vraiment une aide au référencement. C'est pas grâce à ça que vous serez meilleur en positionnement, mais au moins vous êtes sûr d'avoir une base saine pour travailler votre référencement. Il y a quelque temps, tu avais fait un article sur les mots-clés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, des gens qui blindent. Alors, les mots-clés WordPress, on va préciser.
Ah oui. Alors, Je justement, parle. ça, c'est pour les mots-clés, en fait, c'est qu'il faut bien différencier toutes les variantes de mots-clés. Il y a ce qu'on appelait la balise Meta Keywords, qui était une balise de référencement qu'on utilisait pour mettre des mots-clés qui décrivaient le contenu. Et à l'époque, donc ça c'était dans les années 2000, ça permettait de monter très rapidement son positionnement en mettant juste une balise Meta Keywords. Donc ça n'existe plus, ça a disparu. Vous avez ensuite le mot-clé dans WordPress SEO, qui lui est ce dont on parlait tout à l'heure, soit la pastille verte et la pastille rouge. Vous indiquez votre mot-clé principal, et là, Yoast, le plugin WordPress SEO, va juste vous donner des statistiques sur votre mot-clé. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les mots-clés de WordPress. Les mots-clés de WordPress, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une taxonomie. Une taxonomie, c'est un moyen de classer un contenu. Donc dans WordPress, vous en avez 4 par défaut. Vous avez là des taxonomies de catégories, les taxonomies de date, d'auteur et de mots-clés. Et en fait, normalement, un bon site bien conçu n'utilise que la taxonomie de catégorie. Vous structurez votre contenu avec catégorie principale, catégorie secondaire, etc. La problématique, c'est que des fois, vous allez avoir des articles qui ont une thématique transversale, qui pourrait aller dans plusieurs catégories. Et c'est là où on va utiliser un mot-clé, on va créer un mot-clé, ça va créer une nouvelle page sur le site qui va lister tous les articles associés à ce mot-clé-là. Donc sur le principe, c'est une bonne idée, puisque ça va permettre de créer une thématique secondaire, mais qui est intéressante pour l'internaute, qui lui permet de retrouver dans une seule et même page tous les articles ayant cette thématique, même si on n'a pas pu la placer en tant que catégorie en tant que telle. Le problème, c'est que les gens, les internautes, les utilisateurs, les clients, quand ils voient mots-clés, ils rajoutent des mots-clés comme ça. Ils en rajoutent plein. Pour vous donner un ordre d'idée, sur certains clients, les pires que j'ai vus, on était rendu à 50 000 mots-clés. Donc 50 000 mots-clés, ça fait 50 000 pages de mots-clés. Sachant que la plupart avaient un seul article associé. Donc c'est une énorme problématique les mots-clés. On peut les utiliser, mais il faut le faire à bon escient. En choisir pas souvent, pas un très grand nombre, et surtout bien faire attention qu'on l'écrive correctement. Puisque quand vous commencez à taper un mot-clé, si vous allez vite et que vous ne faites pas attention, ça se trouve, vous allez l'écrire avec un S, alors que la fois d'avant c'était un sans S. Donc ce qui fait que vous allez créer un doublon de mots-clés, une nouvelle page qui va redupliquer votre contenu, etc., etc. Donc les mots-clés de WordPress, la plupart du temps, je dis à mes clients, vous n'y touchez pas, faites comme si ça n'existait pas. Et dans certains cas, je leur dis, voilà, effectivement, ça peut être utile pour votre structure de site, mais dans la plupart des cas, ça sera vraiment contre-productif. Ouais, je pense que enfin, les mots-clés, il faut vraiment les utiliser quand on commence à avoir une certaine quantité de contenu. Je sais Oui, pas ce que tu en penses. tout à fait. Et après, même, il y a plein d'autres systèmes, qui est d'ailleurs dans mon livre et qui est aussi sur mon blog, des petits codes, par exemple, qui peuvent dire, voilà, quand un utilisateur rajoute un code, par exemple, quand un utilisateur rajoute un mot-clé, cette page de mots-clés n'apparaît pas tant qu'il n'y a pas au moins 2 ou 3 articles associés. Ce qui Ouais, évite, c'est par vrai. exemple, le fait que l'internaute est dans un article, il voit un mot-clé, il se dit, super, c'est génial, il y a d'autres articles qui parlent de ça, il clique dessus, et il arrive sur une page qui ne liste que l'article sur lequel il était juste avant. Donc voilà, c'est des petites Ouais, donc problématiques ça qu'on n'apporte peut. concrètement rien à l'utilisateur et ni à Tout Google. à fait. Donc voilà. Donc les mots-clés, voilà, c'est faut bien les utiliser déjà en termes de contenu, mais même au niveau du thème, pour éviter ce genre de problématique-là. Mm. Ouais, la chose que je fais souvent quand je discute de ça avec des clients, c'est que je leur dis, par exemple, si vous imaginez un site d'information, genre Le Monde, vous avez les catégories, donc ça serait économie, politique, technologie, etc. Mhm. Et donc, si vous avez un article qui parle de la France, vous pourrez avoir un mot-clé France et alors économie française, politique française et technologie en France, on peut dire startup. Et donc voilà, c'est un même article, enfin un article dans économie peut avoir le mot-clé France et donc en cliquant sur le mot-clé France, on aurait tous les articles qui parlent de la Oui, France. tout à fait. C'est un peu la métaphore, enfin l'exemple que je donne pour essayer de faire comprendre comment ça fonctionne et que ça sert à rien de mettre France, français, etc. parce que au final, on se retrouve avec les mêmes choses. C'est sûr. Donc ok, donc je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses concernant l'optimisation de WordPress. Et Mhm. donc, plus généralement, comment tu vois l'avenir du SEO? Alors, du SEO, euh, dans les années à venir, alors après c'est qu'une supputation, tout va se baser sur le contenu. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, donc là, début 2015, le contenu et les liens sont les 2 points clés d'un bon référencement. Les liens sont un très très bon levier pour optimiser la visibilité d'un site. C'est-à-dire qu'on trouve très facilement des contenus ou des sites avec un contenu très pauvre, mais juste avec la force des liens, on peut réussir à les positionner. Donc ça, c'est toujours le cas. À mon avis, dans les années qui vont venir, le lien aura toujours de l'importance, mais va commencer à en perdre au profit du contenu. L'exemple typique, c'est que Google
améliore énormément ses brevets, etc. Et l'exemple en date, je crois qu'il date du mois de novembre dernier, c'était tout simplement que maintenant, avec une certaine technologie, Google est capable de dire, quand il voit une image, par exemple, ce qu'elle représente. Il est capable de dire, sur cette image, il y a une table, une chaise et une personne assise sur la chaise. D'accord. Ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et donc en fait, c'est à ces avancées technologiques et statistiques que le moteur de recherche est capable de faire, va faire que le contenu aura toujours de plus en plus d'importance. Et en plus, et c'est ce que j'ai toujours à mes clients me disent, voilà, bah, il faut faire du lien pour avoir du référencement, et je leur dis, non, on va commencer d'abord par votre contenu, puisque ça ne sert à rien de faire venir l'internaute si après vous répondez pas à son besoin et si vous le transformez pas en client. Je peux faire venir 100 000 personnes sur une page. Si aucun d'entre eux n'achète mon produit, ça n'a servi à rien. Donc il faut d'abord commencer par votre contenu, c'est la base de votre site. Vous faites du contenu pour l'internaute et après seulement vous allez l'optimiser pour le moteur de recherche et après seulement vous allez faire de la popularité, de la création de liens vers votre site. D'accord. Ouais, donc les liens, en fait, tu vois que, enfin, tu penses que les liens seront importants, mais entre des liens, entre Oui. du contenu qualitatif, quoi. Alors le contenu de qualité va prendre de plus en plus d'importance et je pense que les liens vont en perdre un petit peu. Ils resteront à mon avis toujours très importants dans le poids du référencement, mais comme Google se rend compte que euh, il y a trop de techniques pour tromper les liens, et qu'il a toujours d'ailleurs un cran de retard par rapport à ça, et ben il essaie de trouver, de commencer seulement à donner plus d'importance au contenu, ce qui est d'ailleurs en fait logique si on veut réussir à faire un site de qualité pour ses clients, pour ses internautes, ses prospects. C'est clair parce que, enfin, en fait, ce que cherche Google, enfin, on le voit dans sa mission. Alors, je ne saurais pas te la ressortir textuellement, mais la mission de Google, c'est de mettre à disposition la meilleure information pour ses clients, donc pour les personnes qui recherchent, en fait, même si. Ouais. Alors, oui et non. La mission de Google, c'est de générer du clic publicitaire. Mais aussi, ça, c'est la, on va Non, mais dire, la soumission je dis pour. ça parce que j'en parlais à un client il y a peu de temps. Google, enfin moi ça me fait vivre, ça fait vivre pas mal d'entreprises. Ce qu'il faut se dire, c'est que Google, le jour où il détecte qu'il y a un marché ou un potentiel pour lui d'augmenter ses revenus publicitaires, il le fait. L'exemple typique, c'est Allociné. Le jour où Google a commencé à afficher directement dans les résultats des moteurs de recherche les informations liées aux réalisateurs, aux films, aux acteurs, et ben tous les sites qui parlaient de cinéma, comme Allociné, ont perdu du trafic à cause de ça. Donc Ouais. le référencement, c'est très bien, il faut en faire. Après, il faut toujours faire attention, il y a toujours un risque que du jour au lendemain, ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un plan de secours. Hmm. Donc Ouais, c'est bah, ça, c'est c'est bon. se dire, voilà, si jamais le référencement, si demain je disparais des moteurs de recherche, ou en tout cas si mon trafic diminue, est-ce que j'ai toujours de quoi vivre avec mon emailing, avec mon référencement payant, avec mes réseaux sociaux, avec mon réseau physique, etc., etc. C'est clair. Bah, clairement, c'est une problématique qui m'est arrivée parce que, enfin, je sais plus, je crois que je t'en avais parlé au VPTech. Enfin, non, on n'avait pas eu trop le temps, mais la marmite, elle avait pris un petit coup de pied aux fesses par Google Panda. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans un article. Et donc, c'est vrai que quand tu dépends trop de Google, enfin, ça fait pas Oui, plaisir, quoi. c'est toujours risqué. Ouais, bah, si tu veux, avant, tu sais, il y avait pas mal de sélections de thèmes et enfin, même si les gens aimaient ça, le contenu à force, même, enfin, je l'écrivais moi-même, tu vois, mais c'était quand même assez répétitif. Et Google a dû détecter que c'était pas assez C'était qualitatif. moins pertinent, ouais. Et du coup, j'ai beaucoup désindexé de pages. Je suis passé de 400 pages à 100, 120 et quelques. Mhm. Et ça a pas mal aidé. Et il y a aussi du contenu de qualité, hein, donc, comme je me suis ouvert aux plugins, etc., j'ai quelques bons tutos qui se sont bien placés, notamment sur WordPress SEO, Contact Form 7. Donc voilà, Ouais. ça montre vraiment que le Ah, contenu, ça paye, mais après, il faut mettre ce qu'il faut, quoi. bah, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est du contenu de qualité, une structure logique, pas de contenu dupliqué, un bon paramétrage de WordPress, des plugins et du thème, et normalement après ça roule tout seul. Mhm. Normalement. Après, oui, alors il y a des problématiques après, enfin, pour essayer d'optimiser encore plus, mais sans aller dans la suroptimisation avec tout ce qui est Google Webmaster Tools. Il y a d'autres outils qui permettent d'auditer son site. D'ailleurs, où est-ce que tu utilises, quels outils tu utilises pour auditer les sites? Alors j'en utilise plein en fait. Première source d'information, l'outil de Web Analytics du site, le centre Webmaster de Google, éventuellement les pages Google Local Business Center si l'entreprise en a. Donc ça c'est pour du référencement local. Je vais utiliser ensuite des logiciels externes du type Xenu, donc ça va scanner un site. Donc il y a l'équivalent pour Mac qui s'appelle Integrity par exemple. J'utilise aussi le logiciel payant qui s'appelle Udas Urank Falcon
qui est aussi un très bon logiciel SEO pour faire de l'audit. Et après, j'utilise pas mal d'outils en ligne, du type Majestic SEO, Ahrefs, il y en a encore d'autres, OpenSite Explorer, Moz. Enfin, il y a plein d'outils en ligne comme ça. Chacun va donner des informations différentes, mais l'ensemble des outils permet de vraiment bien comprendre un site, comment il fonctionne et comment on peut améliorer. Après, il y a encore d'autres choses, on peut analyser les logs du serveur. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire quand on veut faire un audit complet en référencement en tout cas. Mhm. Ok. Alors, et pour ceux qui voudraient développer leurs compétences en référencement, est-ce que tu leur conseilles des blogs en particulier à suivre, à part SEO Mix? Alors, il y a plein de blogs hyper intéressants. Il y a des blogs où il n'y a pas beaucoup d'articles. Enfin, certains référenceurs, voilà, vont publier très rarement, mais quand ils publient, c'est vraiment des articles de qualité. J'en ai des dizaines et des dizaines dans mes favoris. Je pourrais en faire une petite liste, mais il y a vraiment plein de petits blogs. Après, pour l'actualité générale, j'aime beaucoup La Veille qui est fait par Abondance, qui est un très bon site qui va recenser en tout cas les principales actualités pour se former au référencement. Mais après, là où la personne va le mieux se former, c'est de créer un autre petit site à côté, un petit blog, et de faire des tests dessus. C'est-à-dire que ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Par exemple, quelqu'un va dire, voilà, bah, par exemple, un nom de fichier dans une image, si on met le mot-clé dans le nom du fichier, ça va la référencer. Bah, il y en a qui vont dire que non, il y en a qui vont dire que oui. Bah, le mieux, c'est de tester par soi-même et de vérifier si oui ou non ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est toujours en testant qu'on s'améliorera en référencement. Et après, enfin, on teste, mais tu testes à l'instant T, quoi. Donc après, ça peut changer. Tout à fait. Et en Ouais, plus, après, c'est pareil aussi quand on fait des tests, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de biais dans l'analyse. C'est-à-dire que des fois, on va faire un test, mais comme on a mal paramétré un élément, on va avoir des résultats qui sont faussés, qu'on va prendre pour argent comptant et qui vont nous induire en erreur. Donc voilà, c'est pour ça que suivez pas mal le blog SEO. De toute manière, si vous regardez sur Twitter, vous allez voir les mêmes blogs et les mêmes articles qui ressortent souvent. Souvent, c'est des blogs de qualité. Et là, vous allez pouvoir vous améliorer. hmm. Et donc, c'est le blog Abondance que tu parlais, donc c'est un blog français. Est-ce que tu Oui. conseilles des blogs, on va dire, anglophones qui sont... Alors, il y en a, c'est pareil, il y en a plein. Il y en a des centaines et centaines. Après, il y en a pas mal qui reprennent les articles des uns des autres. En anglais, j'aime bien le site Search Engine Watch, qui est un gros site d'actualité sur le référencement. Après, il y en a pas mal d'autres. Après, il y en a pas mal aussi en référencement. Il y a des spécialités. Il va y en avoir qui vont être spécialisés dans la rédaction de contenu, d'autres qui vont être spécialisés dans tout ce qui est scrapping, donc tout ce qui est technique un peu, ce qu'on appelle black hat, donc qui ne respectent pas les standards édictés par Google. Il y en a qui vont être spécialisés dans l'analyse des logs. Enfin, il y a vraiment des spécialités. Il y a des gens qui sont très bons dans leur domaine et qui sont tous intéressants à lire et à suivre. Ok, ok, ça marche. Donc, ouais, ce Search Engine Watch, à voir. Donc, je mettrai les liens, tous les liens dont on a parlé sous la Voilà. vidéo, tous les outils, etc. Je voulais revenir un petit peu sur tes prédictions au niveau du SEO. Mhm. En fait, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que en fait, les agences SEO, elles ont vocation à devenir des agences de contenu, quoi, qu'on appelle C'est du obligatoire. inbound marketing, hein. Enfin, une agence de référencement qui ne fait pas de contenu rate son travail. Alors, soit elle le fait pas elle-même, mais c'est le client qui le fait et elle va juste vérifier que le travail est bien fait. Mais si dans une prestation de référencement, aucun contenu n'est fait, enfin, aucun contenu n'est rédigé, le site n'est pas alimenté, euh, il y a forcément une lacune. C'est-à-dire qu'on peut faire du très bon travail au niveau de l'optimisation technique, on peut faire du très bon travail en termes de linking, mais pourquoi se priver d'une grosse partie du référencement qui est le contenu et qui en plus va pouvoir permettre de se placer sur des mots-clés plus spécifiques dont l'internaute peut avoir besoin. C'est vraiment un tout. Alors après, l'agence peut tout faire elle-même, l'agence peut sous-traiter, l'agence peut se partager le travail avec son client et se dire voilà, elle va plus être là dans un cadre d'accompagnement dans le web, mais c'est le client qui va travailler lui-même son référencement. Il y a plein de possibilités, mais on ne peut pas faire de référencement sans contenu, on ne peut pas faire de référencement sans lien non plus. Enfin, c'est vraiment, on doit tout faire pour augmenter la visibilité d'un site. Mm. Alors, au niveau du contenu, est-ce que tu recommandes plus de faire des articles, enfin, est-ce que tu as une taille recommandée au niveau des articles? Aucune. Aucune? Aucune, en fait, bon, il y a toujours une taille minimale, on ne fait pas un article de 50 mots ou de 100 mots, mais après l'idée c'est se dire par rapport à la problématique, le sujet de l'article, il faut qu'on le traite de A à Z. Donc on peut traiter un sujet en 200 mots, parce que le sujet est très précis, très ciblé, on peut le traiter en 3000 mots, peu importe, l'idée juste c'est de se dire, c'est que quand vous allez faire un article, peu importe le sujet, vous dites que quand vous avez fini votre article et que vous le publiez, vous avez traité de A à Z la question.
vous n'avez rien oublié, vous êtes le plus complet, le plus exhaustif, c'est bien rédigé en bon français pour l'internaute, et normalement, il n'y a aucune raison que le contenu ne se positionne pas. Mhm. Bah, c'est clair, enfin, en parlant de ma propre expérience encore, ce que je vois avec VP Marmite, c'est que bah, pour, par exemple, l'article sur WordPress SEO ou Contact Form 7, c'est que j'ai vraiment, je prends le plugin et je le dépile, tu vois. Et j'essaie Mm. de vraiment de même donner les petites astuces. Enfin voilà, j'ai aussi fait un article sur les menus, vraiment expliquer comment fonctionnent les menus WordPress. Donc Mhm. j'ai détaillé au max. Et là, la dernière fois que j'ai vu ça, je suis sur la première page. Non, je suis pas encore tout en haut, mais ça va venir quoi, petit à petit. Et après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est vraiment publier un article. Enfin, je préfère publier un truc de qualité que de faire quelque chose publier pour publier, juste pour avoir son rythme. Et donc voilà. Mais je pense que c'est une bonne pratique. Et après, ça n'empêche pas de, par exemple, le podcast, c'est sûr, c'est beaucoup moins long qu'un article, qu'un tutoriel, enfin, qu'une recette, si je puis dire, un plugin. Mais, euh, mais voilà. Mais après, voilà, c'est aussi du contenu vidéo, donc là, ça dure quand même. Je sais pas, je sais pas où on en est au niveau du temps là, mais enfin, c'est quand même de la qualité, quoi. Donc voilà. T'as quelque chose à rajouter sur l'aspect référencement ou on peut enchaîner? Non. C'est bon. C'est vraiment, enfin, le référencement, c'est à part la partie technique qui là est un peu plus compliquée pour la personne qui en a jamais fait, mais le reste c'est beaucoup de bon sens en fait dans la gestion des contenus, la structure d'un site, dans comment on va faire un lien pour qu'il soit optimisé. C'est pas très compliqué en soi, ça prend du temps et il faut juste réfléchir à ce qu'on fait quand on va travailler sur le référencement. Ouais. Et puis surtout, déjà, toujours penser à l'utilisateur final. Qu'est-ce qu'on va lui Tout apporter à comme fait. utilisateur? Qu'est-ce qu'on va lui apporter? Enfin, faut pas essayer de faire sa petite cuisine pour essayer enfin, que ça nous profite qu'à nous. Le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur en fait aux visiteurs. Tout à fait. D'ailleurs, tiens, tu parlais de liens à l'instant, je vais rebondir avant qu'on passe au BBTech. Mais au niveau des liens, Mhm. enfin, des encres des liens pour être plus précis, qu'est-ce que tu recommandes? Parce que trop optimiser, suroptimiser ces encres de liens, Alors, je pense qu'à ça terme, c'est ça pourrait être trop, C'est un peu Google dangereux. qui fait peur aux référenceurs en disant voilà, si vous mettez des liens trop optimisés, vous allez vous faire pénaliser par l'algorithme de Google. En soi, le lien suroptimisé, enfin optimisé, c'est-à-dire que vous faites un lien avec exactement l'encre qui vous intéresse. Par exemple, je ferai un lien vers mon site en marquant référencement WordPress. En soi, c'est pas gênant. La clé, c'est juste de les varier. Vous variez les encres optimisées. Ça va être référencement WordPress, le référencement de WordPress, comment améliorer le référencement de WordPress, et aussi varier avec des fois de temps à autre des liens pas optimisés. Des liens, cliquez ici, ou suivez ce lien, ou alors vous mettez juste directement l'URL. Voilà, l'idée c'est juste, on peut faire et on doit faire du lien optimisé. Surtout quand vous avez des liens depuis ce qu'on appelle des pages qui elles-mêmes sont populaires. Mais après, l'idée c'est juste de varier pour que ce soit naturel. Les sites, si un jour en tant que référenceur, vous faites l'analyse d'un blog mode par exemple, donc des personnes qui souvent sont pas référenceurs, vous allez voir la typologie des liens qu'ils ont, qui est naturelle, un coup optimisé, un coup pas optimisé. Et en suivant ce genre d'exemple, bah, vous dites voilà, si je veux rester naturel, Google, il peut très facilement faire des statistiques sur la typologie de liens qui pointent vers un site. Donc l'idée, c'est juste de varier. On doit faire du lien suroptimisé et bien optimisé, mais il faut pas en faire trop. Il faut varier. D'accord, ouais. Ok, ça marche. Donc ouais, faire attention parce que ouais, c'est vrai qu'avec tous les sites, bah, avec tout, enfin, de toute façon, ils voient le web, donc ils ont des stats avec, enfin, ils peuvent, ça crée un ratio, on va dire. Enfin, chez eux, ils doivent avoir un ratio et se dire, ok, si ce site-là, il passe au-dessus de tant de pourcents de liens optimisés, paf quoi. Tout à fait. Ouais. Ok. Donc ouais, alors on va enchaîner avec le VP Tech. Alors pour ceux qui ne l'ont pas suivi, déjà, bah, c'est pas bien parce que vous auriez dû suivre. Mais donc ouais, tu as organisé avec Woody donc Woody Bago, un événement sur Nantes, donc WordPress technique. Alors est-ce Oui. que tu peux nous présenter un petit peu donc, ce que c'était, ce qui s'est Alors, passé? Alors le WPTech, c'était un événement donc, qui a duré une journée, donc une journée de conférence. L'idée de base qu'on avait, c'est qu'on était frustré par les conférences WordPress auxquelles on assistait,
qui sont de qualité. L'exemple, on est allé au WordCamp Paris, on est allé au WordCamp Europe, donc c'est des très bonnes conférences très intéressantes. Mais dès qu'on va aller très loin au niveau technique, on est limité dans le sens où ces conférences doivent s'adresser à tous, et donc les orateurs ne peuvent pas aller trop loin dans le code, de peur de perdre une partie des gens. Et donc notre manque, nous, c'était justement d'avoir ce type de conférence technique, vraiment avancée sur des sujets bien précis. Et donc on a eu l'idée justement d'organiser un événement purement technique. Et donc on a fait ça, une journée, on avait 12 orateurs de mémoire sur toute une journée pour traiter pas mal de sujets différents, techniques et pointus sur WordPress. C'est clair. D'ailleurs, j'ai fait un petit récap des différentes conférences sur la marmite. Vous pourrez retrouver toutes les conférences, les slides, etc. Un gros article. Ouais, j'ai pas mal tapé. Du coup, ouais, alors, qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience? Raconte-nous un petit peu. Alors, c'était, pour moi, pour les autres bénévoles aussi, c'était la même chose. C'était vraiment extrêmement agréable parce qu'on a eu de très bons retours de la part des orateurs, des sponsors, de la part des visiteurs. Ils nous ont tous dit, voilà, c'était génial. C'était la première fois que c'était organisé, mais on a passé une super journée, on a appris des choses, on a pu échanger. Donc là, nous, l'idée, c'est d'en refaire un deuxième. Donc c'était vraiment très bien. Par contre, ce que j'en ai retiré aussi, c'est beaucoup de fatigue. L'endroit où on était, c'était sur 3 étages et donc les escaliers nous ont un peu tué les jambes, nous, aux bénévoles. Mais voilà, en tout cas, c'était une bonne journée. On a surtout eu de bons retours, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, parce qu'on te voyait courir partout, tu avais des gouttes comme ça qui coulaient. C'est un peu ça, ouais. Ok. Ouais, donc alors peut-être pour 2015, alors le prochain. Bah voilà, après l'idée c'est vu que ça a bien marché et puis surtout on commence à se roder dans l'organisation, il y a des choses, bah voilà, on a tâtonné, il a fallu par exemple qu'on trouve comment on gère la billetterie, comment on gère l'after pour après la journée de conférence, comment on gère la recherche de sponsors. Maintenant on est un peu rodé, on sait sur quoi on va gagner du temps, donc c'est plus facilement faisable. C'est vrai que ouais, donc j'y étais, j'avais même un petit couvre-chef bien sympa. Et donc, c'est vrai pour revenir sur l'organisation, franchement c'était top parce que ouais, du coup toi c'était le premier événement que tu organisais en fait, c'est ça? Oui. Ouais. Donc enfin moi voilà j'ai participé à quelques autres événements, pas spécifiquement WordPress, mais ça faisait plusieurs années que ça existait et franchement le VP Tech pour la première édition c'était vraiment mieux quoi. Après, Merci. c'était peut-être pas la même envergure, mais Bah, on a commencé petit. Oui et non, on était 140 personnes. Un peu plus avec les bénévoles, donc c'est un petit événement. Après, c'est déjà pas mal d'organisation et de travail pour que ça tourne bien. Donc on est content. Donc après, l'idée, c'est d'essayer de trouver une salle un peu plus grande, d'accueillir plus de monde, puisque les places sont parties à une vitesse assez impressionnante. J'ai failli zapper ma place, mais en fait. Ok, ça marche. La marmite, elle sera de la partie. Ok. Et en tout cas, merci d'avoir participé au podcast. Je pense on a bien couvert à peu près tous les sujets. Si tu vois un petit dernier truc à dire avant de se quitter. Vive WordPress! Allez. Ok. Merci. Donc, si vous voulez plus d'infos et que vous n'êtes pas sur le blog, rendez-vous sur passonsatable/15 parce que c'est le 15e épisode. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes parce que ça déchire le podcast. Et puis je vous dis à bientôt et puis salut Daniel. À bientôt! Ciao! Ciao.